Quentin, bonjour, merci d'être avec nous. Tu étais déjà là hier, donc fondateur de Clever Cloud. Tiens, un mot sur Clever Cloud, nous dire un petit peu, voilà, pour que les gens te situent. Évidemment, prestation cloud. Il y a un data center en propre, c'est ça? Enfin, nous dire juste... Alors, on loue toujours la place, nous, en data center, parce qu'on ne veut absolument pas se retrouver obligé de remplir un seul DC. Nous, ce qu'on veut, c'est être dans le maximum d'espace possible pour avoir une couverture la plus forte si jamais on a des défaillances matérielles, soit du data center, soit des serveurs. Ce qu'on fournit chez Clever Cloud, c'est une plateforme qui permet aux développeurs d'être plus efficaces et plus rapides. Donc, c'est le cloud, en fait, c'est vraiment l'essence du cloud qui est l'idée de rendre aiser la consommation des ressources informatiques. Et donc, on est né dans le plateforme as a service, puis on a fait du database. Maintenant, on a des produits d'IA, on a des produits de containers, on a des produits très end-user. Enfin, on a une centaine de produits en catalogue et on le fait de façon très versatile, avec à la fois des produits dans le cloud de Clever, en remote cloud dans le cloud des autres, soit les champions locaux, soit les hyperscalers. Ou alors on-premise, même des déploiements, des fois air-gap, edge, des trucs un peu compliqués en industrie. Et ça, on le fait avec... on est quasiment 100 maintenant en Europe. Et on a créé des filiales au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Kazakhstan. Et on continue à se déployer. Donc voilà, donc au cœur de ce système. Et justement, ton regard sera intéressant ce matin. Alors, ma première question, on va remonter en 2018. Rapport Cédric Villani, qui explique le rôle crucial de l'IA pour l'avenir technologique et économique de la France. Et puis toi, ton sentiment, c'est depuis, malgré des effets d'annonce, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. En fait, c'est une sorte de constance de l'informatique en France. Si vous lisez le rapport Villani de 2018, il est brillantissime et il y a absolument tout le déploiement de l'IA générative dedans. Et qu'est-ce qu'on en a fait? On a calé une armoire avec. Et en fait, c'est une constance en France, c'est-à-dire qu'on considère que l'informatique, le digital, le numérique, cette économie-là, c'est sympa, c'est un truc pour les jeunes. Ah, c'est cool ce que vous faites les enfants. Par contre, le fait que ce soit la révolution industrielle de la prestation intellectuelle, que la totalité du marché change, ça nous monte 20 bornes au-dessus de la tête, que la totalité des grosses entreprises du monde, aujourd'hui les 10 plus grosses entreprises du monde sont issues de la tech, à l'exception de Saudi Aramco, ça passe 20 bornes au-dessus de la tête du monde. Et en fait, la gestion du numérique est une gestion qui est uniquement sous l'angle économique, puisque Clara Chapas, qui est ministre déléguée, elle est à Bercy. L'impact sociétal, qui est pourtant monstrueux, l'impact sur nos élections, sur nos enfants, sur la façon dont se comporte le territoire. Parce que est-ce qu'il y a des zones blanches? Est-ce que tout le monde est desservi pareil? Les services publics sont dématérialisés. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne sont pas en inclusion numérique? Enfin, le numérique, aujourd'hui, c'est un sujet qui est cœur et central et qui est toujours considéré comme étant un petit quelque chose. Et d'ailleurs, on le voit, malgré tous les efforts d'une BPI, d'une French Tech, de France 2030, on parle de quelques centaines de millions qui vont être investis dans le développement du secteur digital français, qui est pourtant extrêmement en retard d'un point de vue économique sur le reste. On pèse 0,4% du marché mondial de l'IT. Donc, on soit très clair, on est censé être la 7e puissance du monde. Je ne vois pas très bien comment on va tenir notre rang en étant 0,4% du marché. Par contre, cette année, on va emprunter 40 à 50 milliards sur les marchés pour payer les retraites. Donc, il y a un problème de graduation du quelle est l'urgence? Est-ce que un pays entier dont toute l'économie a été migrée de l'industrialisation au secteur tertiaire et donc à la prestation intellectuelle devrait se préoccuper de l'industrialisation de la dite prestation intellectuelle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pose la question. Et alors, justement, rapport Villani, la plus récent rapport Draghi, qui lui explique que si on n'investisse pas massivement dans la souveraineté, enfin dans le numérique notamment, on risque un décrochage. Même chose dans ton regard là-dessus. En fait, si vous prenez les chiffres, on se rend compte qu'aujourd'hui, le PIB par habitant des États-Unis et de l'Europe, ils se suivaient jusqu'à peu près 2005. Et 2005, la révolution digitale, les premiers effets vraiment économiques de la révolution digitale, en fait, on décroche. Nous, on fait plateau, les États-Unis montent. Et aujourd'hui, on est à peu près, on doit être à 2/3 de leurs chiffres. Donc, on est sur quelque chose qui est assez dur. Le rapport Draghi, ce qu'il dit, c'est qu'il est temps qu'on investisse et qu'on s'y mette. Le problème, c'est que on va avoir des investissements,
On parlait à l'Action Summit, on parle de 109 milliards quoi, d'investissement. Alors, là, Action Summit, le truc, c'est que on parle de construire des data centers. C'est pas investir dans le numérique, construire des data centers, c'est faire du BTP et de la climatisation. Et moi, j'adore Emmanuel Macron quand il dit plug, baby plug. Enfin, ce qu'il est en train de nous vendre, c'est pas les ingénieurs français, c'est les centrales de Pompidou. C'est absolument pas comprendre le digital. Le digital, aujourd'hui, si on veut être à la hauteur des enjeux, c'est les 109 milliards, il faut les investir dans les boîtes françaises. Sinon, tu vas construire des data centers dans lesquels tu vas mettre des cartes NVIDIA, IP américaines, pour faire tourner du chat GPT, IP américaine. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est toute l'économie traditionnelle repose sur un facteur qu'on appelle le rendement décroissant du capital. Nos amis d'Épopée Gestion doivent bien connaître ça. Ça dit quoi? Ça dit que si tu as un budget illimité et que tu investis dans une économie traditionnelle, ton rendement par capital va baisser. En clair, tu t'installes dans un village, tu prends le meilleur terrain, tu construis une usine, tu prends les meilleures ressources en matières premières, les personnes les plus qualifiées, tu les embauches, tu as un rendement. Si tu continues à investir, le terrain d'à côté est en pente, il faut commencer par le remblayer, ton rendement commence à baisser, les matières premières sont moins raffinées, ton rendement baisse. Les gens que tu embauches sont ceux qui n'ont pas été embauchés dans la première vague. Ils sont moins compétents, ton rendement baisse. Et plus tu continues, plus tu te mets à embaucher des débiles, ceux que Capgemini n'a pas encore embauchés. C'était méchant, c'était méchant. Et donc ton rendement baisse. C'est la même chose quand tu fais de l'investissement locatif dans une ville, tu prends les meilleurs apparts, puis progressivement, tu prends des endroits moins pertinents. Et en fait, on se retrouve avec comme ça des rendements qui sont moins bons. Et ça, c'est le baron de Tucson en fait, qui a écrit ça au début. Ça a été repris par Marx. Si vous prenez l'investissement dans le digital, plus vous investissez, plus vous êtes en croissance. Et donc, plus vous avez un rendement qui est intéressant. Donc, en fait, ça a cassé le modèle économique capitaliste classique. Ça donne des boîtes qui sont de plus en plus grosses. Si tu fais le data center, donc le BTP, la climatisation, l'équipement électrique, et que c'est quelqu'un d'autre qui fait le digital de l'opération, toi, tu prends la partie de l'investissement qui est le rendement décroissant, tu laisses quelqu'un d'autre faire le rendement croissant du capital. Ça peut pas bien se passer. Il y en a un qui décroît, l'autre qui croît. L'équilibre sera pas bon et ça va pas bien se mettre. Et c'est exactement la même chose quand on voit des espèces de partenariats contre nature où on dit on va faire un cloud souverain à base de technologie américaine. C'est on va prendre les machines, les data centers à notre charge, rendement décroissant du capital, et laisser aux autres le rendement croissant du capital, en plus du fait qu'il n'y a absolument aucune chance qu'il y ait la moindre sécurité des données qui soit accordée dans le dossier. Mais c'est complètement stupide d'un point de vue économique. Et du coup, quand tu vois Vivatech, on aura Serge Palaric, le patron de NVIDIA, ici en France tout à l'heure, mais quand tu vois un Jensen Huang, donc patron de NVIDIA, avec un Arthur Mensch, avec un Emmanuel Macron, tu te dis, la photo est belle, mais c'est pas gagné. En fait, la photo est belle. Et là, tout de suite, on a tous besoin des GPU d'NVIDIA. Le truc, c'est comment on fait la suite. Est-ce qu'il n'y a que NVIDIA capable de faire des semi-conducteurs dans le monde? Non. Est-ce qu'on soutient aujourd'hui nos pépites en semi-conducteurs? Je ne vais pas vous mentir, c'est un enfer. Nous, on travaille en ce moment sur des projets où la promesse de ce qu'on développe avec des boîtes comme Cyperl, Calray, Vessora, qui sont 3 producteurs de semi-conducteurs français, on rajoute là-dessus du ZML, enfin c'est une dizaine de boîtes, on va diviser par 400 le coût du token. Est-ce qu'on est soutenu aujourd'hui sur ces projets-là? Non. Par contre, encore une fois, on empruntera 40 milliards sur les marchés cette année pour faire tourner les retraites. Le problème, il est de comprendre où est-ce que sont les enjeux à faire. Donc c'est une bonne idée d'avoir NVIDIA avec qui on s'entend bien. Pour autant, si la totalité des outils de production, de l'industrialisation intellectuelle sont en fait fournis par d'autres gens, on a un problème de marge qui va imputer notre modèle économique en tant que société. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on paye des taxes pour avoir des hôpitaux, des écoles, des routes, enfin un truc assez simple qui est notre cadre de vie. Aujourd'hui, notre cadre de vie, on le vit à crédit, et on ne le vit pas à crédit depuis longtemps. Qui pense que c'est les années 70 depuis lesquelles on a un problème de balance économique? Les années 80? Les années 90? Vous avez tous deviné. Le décrochage de notre balance économique, c'est 2005. C'est pas le choc pétrolier, c'est pas tout ça. Notre décrochage, c'est 2005.
Et donc, il est hyper important qu'aujourd'hui, on se saisisse du sujet en disant la révolution industrielle de la prestation intellectuelle, il faut qu'on ait notre place dedans. Et est-ce que tu penses que c'est parce qu'il n'y a pas assez de compréhension? On reparlera avec Isabelle Rille dans un instant sur l'enjeu pour les chercheurs, parce qu'on a évidemment des chercheurs, des talents exceptionnels dans nos labos. Il y en a aussi dans les entreprises. Et toi, tu penses aussi qu'on ne construit pas assez l'industrie numérique notamment, avec des gens qui savent faire? On ne donne pas assez la parole aux ingénieurs? En fait, si vous prenez, il y a un seul point commun entre Steve Jobs, Eric Schmidt, Paul Allen, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Tous, ce sont des ingénieurs. 100% des fondateurs et dirigeants des hyperscalers, GAFAM, etc., sont des ingénieurs. Les ingénieurs représentent 15% des cofondateurs de la French Tech. Vous voulez savoir pourquoi on ne fait pas de Google français? C'est très simple. On investit dans des gens qui ne comprennent pas de quoi ça parle. Si vous voulez faire des boîtes technologiques, il faut comprendre quels sont les enjeux. Et ça ne veut pas dire qu'un ingénieur doit derrière faire un boulot d'ingénieur. Steve Jobs était aussi ingénieur du marketing. Mais c'était aussi un mec qui avait conçu son propre oscilloscope à 12 ans. Et si vous voulez, ça a des impacts. Quand Steve Jobs revient chez Apple, fait la tournée de ses fournisseurs de composants asiatiques, parce que les gens oublient souvent, mais Apple, c'est avant tout un industriel d'agrégation. Hein, donc voilà. Il fait la tournée de ses fournisseurs de composants, et Hitachi met sur la table un truc en disant on vient de breveter ça, c'est génial, et c'est le disque dur 1 pouce 8. Il joue avec, il regarde, et il dit écoutez, c'est génial, moi je prends l'exclusivité. Ils sortent, les mecs d'Apple se tournent vers Steve Jobs en disant alors c'est génial, ça prend vachement moins de place qu'un 2 pouces 5 dans un notebook, mais ça coûte quand même très cher pour gagner un peu de place dans les laptops. Steve Jobs les regarde en disant mais qu'est-ce qu'on s'en fout des laptops? On va changer le monde de la musique. L'1 pouce 8, c'est l'iPod classique. Et ce que vous devez comprendre, c'est que pour faire ces calculs-là rapidement, c'est un bon ingénieur électronicien aussi. Est-ce que c'est lui qui va mettre au point l'iPod? Bien sûr que non, le mec gère une boîte de côté, il a autre chose à foutre. Mais il est capable de comprendre les impacts des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on ne met pas assez en compétition des gens qui comprennent les impacts et qui sont capables de prendre des risques et des sauts. Et je pense qu'on a un seul modèle de financement qui est de dire on fait de l'innovation sûre. Et c'est le point, quand on fait un projet BPI, on finance des choses où on est à peu près sûr de notre coût. On ne fait pas des TRL trop élevés. Si on prend un modèle comme les États-Unis, le financement de la recherche, il est divisé. Tout le monde n'a pas la même thèse. Il y a un financement qui ressemble à ce qu'on fait, ça marche très bien. Mais il y a aussi la DARPA. Le taux d'échec des projets de la DARPA, c'est 80%. Vous savez ce qui se passe si jamais on descend à 70% à la DARPA, le taux d'échec? Ben, les mecs s'engueulent en disant on n'est pas assez ballsy, on va pas assez loin, on prend pas assez de risques. On est censé planter 4 projets sur 5. Parce qu'en fait, à un moment donné, les innovations de rupture, elles vont chercher des trucs qui sont compliqués. Et donc, il faut qu'on admette maintenant une diversité de nos modes de financement. C'est pour ça qu'on a créé un truc qui s'appelle JEDI, qui est Joint European for Disruptive Innovation. Avec André Lecocq-Prétry, qui est un truc génial, dont le but est de faire une DARPA européenne. Par contre, personne ne veut financer ce machin, même à échelle européenne. Alors, c'est quoi justement les solutions? Parce que les talents, quelque part, les talents, on les a. Talents, compétences. On a comment dire, ils savent faire des algorithmes. La data, on en a, on se l'a fait aspirer, mais on en a aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais que toi, tu as souvent une réflexion autour de la théorie de Kurzweil qui disait The Law of Accelerating Returns. Ouais. Alors la première chose à faire, ce qu'il faut faire en premier, c'est arrêter de penser qu'il y a des vagues technologiques et qu'on serait des surfeurs et que si on laisse passer une vague, c'est pas grave, on prend la prochaine. Je sais que toi, tu aimes le surf. En fait, l'industrie informatique est une industrie avec une chaîne de valeur industrielle qui s'enquille les uns derrière les autres. Donc, en fait, si on n'a pas les briques du bas, on a un problème. Si on prend le cas de l'IA, par exemple, l'IA, c'est quoi? C'est effectivement du code et de l'algorithmique. Et là, on a parmi les meilleurs ingénieurs du monde. Il y a des Français dans tous les projets pertinents en IA. L'école normale supérieure est un truc incroyable. Par contre, pour faire ça, il nous faut de la data. La data, c'est quoi? Index de moteur de recherche.
user-generated content, LinkedIn, Facebook et compagnie. La rationalité du deal d'OpenAI avec Microsoft à la base, elle est l'accès à l'index de Bing et aux données de LinkedIn. Puis, c'est de la puissance de calcul, le cloud computing. Quand Cédrico annonce il y a 5 ans, alors que c'est un marché qui a 30 points de croissance par an, oh bah le cloud on a perdu, alors qu'en fait c'est un océan bleu, la bataille n'a pas eu lieu. Bah, par contre, tu mets pas d'armée sur le champ de bataille, oui je te garantis que tu vas pas gagner la bataille. Mais qu'on a perdu, en fait on se prive d'un marché dont on a besoin. Et donc aujourd'hui, on a besoin de ces marchés-là pour y accéder. Donc la première chose, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'enquille. Ce que dit Ray Kurzweil, c'est que the law of accelerating return, c'est que tout progrès technologique rapproche le progrès technologique suivant d'autant. Et donc, refaire ce qui a été fait il y a 3-4 ans, c'est hyper facile. Entre guillemets. Mais aujourd'hui, si par exemple vous voulez coder un jeu en 3D hyper réaliste, ou même Final Fantasy VII avec tous ses cubes, vous n'avez plus besoin de l'équipe de 700 personnes de chez Square Enix d'il y a 15 ans. Vous avez juste besoin d'une équipe de 20 personnes. Tout ce qu'on fait est devenu beaucoup plus simple. Et donc, il ne faut pas avoir peur des investissements massifs qu'ont fait les anciens pour arriver. Et c'est pour ça que des fois, ce n'est pas le premier sur un marché qui gagne le marché. Donc ça, je pense que c'est la première chose qui est très importante à comprendre. C'est effectivement, on a de l'ouverture et que ce n'est pas grave d'y arriver. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument aider les petites entreprises innovantes. Et là, les États-Unis ont une loi qui est extraordinaire, qui s'appelle le Small Business Act. C'est-à-dire que toute grosse boîte ou administration est obligée d'acheter une partie de ses achats à des petites PME du territoire. Pourquoi ? Parce qu'en France, le problème, enfin en Europe, si vous prenez le nombre d'introductions en bourse à plus de 50 milliards en Europe et aux États-Unis sur une période de 30 ans, c'est délirant. Vous avez une énorme bulle d'un côté et nous, on a, je sais pas, 6 boîtes dans un coin. Parce qu'en fait, on ne fait pas grossir nos boîtes. On est en maintien. Or, théorie économique de base, j'écoute beaucoup BFM Business où bosse Frédéric Simatel le reste du temps. Schumpeter, les boîtes, elles grossissent, elles vivent, elles meurent. Or, nous, on empêche nos petites boîtes de grossir. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on oblige les gens à acheter aux petites boîtes. Et je pense que c'est le principal truc, c'est que la commande publique et la commande des grosses boîtes doit aller aux petites boîtes innovantes, parce que sinon on va grossir, quoi. Donc c'est plutôt bon. Si je prends notre porte-fanion aujourd'hui de l'IA Mistral, de voir hier on avait la SNCF, on avait on aura la Poste aujourd'hui. Enfin, on voit toutes ces entreprises qui, là des entreprises d'État, mais il y a d'autres. On voit Veolia, enfin on en voit d'autres qui investissent en Mistral. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de voir des gens comme ça. La question c'est pourquoi il y a que Mistral. En fait, Mistral bénéficie effectivement d'un gros sponsorship de l'État. Mais c'est la seule boîte qui bénéficie de ce sponsorship-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de boîtes qui bénéficient de cette énergie et de cet engouement ? Et c'est un truc dont la French Tech est consciente. Hein. Si on prend aujourd'hui Je choisis la French Tech, qui était le programme pour que les grosses boîtes achètent aux startups, c'est un vrai sujet. Et on essaye de sponsoriser ça, mais on a un problème culturel. Et je pense que c'est très important de se dire comment on arrive à créer de la valeur autour de ça. Quentin, je vais te remercier. On va te retrouver dans un instant. On va faire un petit intermède. Il y avait des questions sur Clever Cloud. Ce que je vous propose, c'est que Quentin sera là, enfin, et continue à être là. Donc, vous pourrez lui poser des questions tout au long de la journée sur Clever Cloud. Et on te retrouve. Isabelle Rille va nous rejoindre. Je te laisse regagner ton fauteuil. Et ensuite, je vous fais revenir tous les deux. Et on poursuit la discussion sur ces sujets-là. Merci encore. On peut applaudir Quentin Adam. Jingle tout de suite. Et Isabelle.